Bonjour à tous. Donc, effectivement, on m'a proposé de faire l'introduction de cet atelier. Je voulais en fait revenir sur la notion de handicap. Ça me paraissait indispensable pour en venir à la notion d'accessibilité. Donc, faire ce petit détour-là et revenir sur les fondamentaux qui sont liés à la loi qui est à la source de l'accessibilité, la loi du 11 février 2005, donc, qui favorise l'égalité des chances pour les personnes handicapées. Et la participation de ces personnes-là à la citoyenneté en général. Donc effectivement, c'était un nouveau projet de société qui a été proposé, même s'il y avait une loi précédente, mais qui se voulait plus transversale et plus inclusif encore pour les personnes handicapées. Et ce qui a beaucoup changé dans cette loi, c'est la notion même de handicap à deux points de vue, je dirais. D'abord, le champ que recouvre cette notion-là, puisque le mot handicap recouvre tout type de troubles, maladies, que ce soit des maladies viscérales, des allergies, des troubles moteurs, des déficiences mentales, des déficiences intellectuelles, des déficiences sensorielles, auditives, visuelles. Mais à tous ces types de troubles, s'est rajouté le handicap psychique. Donc ça, c'était déjà un premier changement, une première nouveauté. Et puis, également, la notion de handicap a évolué du fait qu'avant, ça se focalisait beaucoup sur la pathologie ou la déficience en tant que telle qu'on avait à prendre en charge. Et à partir de cette loi, le handicap est en fait considéré comme la rencontre entre les limites induites par ma pathologie, mon trouble, et l'environnement. L'environnement dans tous ses aspects, en fait. Donc, d'où la notion de situation de handicap. Donc, ça change beaucoup. C'est plus une pathologie qu'on prend en charge, mais ce sont des situations de handicap qu'on accompagne. Et de là sont nées deux autres notions. C'est la compensation individuelle à mon handicap, aux limites induites par ma maladie, mon trouble, etc. Donc, par exemple, une canne blanche pour les personnes aveugles, un fauteuil roulant pour une personne qui a des problèmes moteurs, ou encore mon bloc braille pour mon ordinateur quand je suis aveugle, qui me permet d'accéder donc à Internet, etc. Et puis de l'autre côté, il y a l'environnement. Comment le rendre accessible, c'est-à-dire tout ce qui est infrastructure, aussi bien le bâtiment, les zones physiques, c'est-à-dire les transports, les rues, les établissements, et puis tout ce qui est infrastructure numérique. Voilà. Donc la situation de handicap désormais s'accompagne et se compense par des compensations individuelles, d'une part, et par des infrastructures qui rendent accessible la participation en fait, à tous les aspects de la vie de la personne handicapée. Donc ça, c'est très important parce que c'est de là que découle la notion d'accessibilité qui se travaille de différentes façons. Alors, à Dauphine, donc, on est une université, publique, on est grand établissement, mais on est l'enseignement supérieur public. Et nous accueillons donc des étudiants qui sont en situation de handicap. Aujourd'hui, cette année, il y a 90 à peu près étudiants qui se sont déclarés, mais il y en a plus, mais je ne saurais pas dire combien, qui ne se déclarent pas, évidemment. Et il y a aussi des personnels qui se sont déclarés et d'autres qui ne se déclarent pas. En tout cas, nos infrastructures, que ce soit le bâtiment ou d'autres aspects de la vie, notamment numérique, on le verra, doivent être accessibles. Et c'est même une obligation légale, puisque la loi du 11 février 2005 le présente comme une obligation. Il y a un article qui correspond même à l'accessibilité numérique pour le service public. Et il y avait une échéance à 2015, donc on est en 2015, mais qui a été un petit peu revue pour permettre aux établissements et aux services publics de se conformer à l'accessibilité. Donc grâce à des plans glissants. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc
Pour Dauphine, les étudiants ont besoin... D'abord, je dirais que la question globale à Dauphine, c'est l'accessibilité au savoir. Et l'accessibilité au savoir, ça passe par plein d'aspects. C'est l'accessibilité aux locaux, parce que pour aller en cours, il faut que ça soit accessible. Donc là, il y a eu des améliorations au niveau Dauphine, mais ce n'est pas fini. Il y aura le grand projet de réhabilitation. Et puis, il y a l'accès aux cours. Et l'accès aux cours se fait aussi par, bien entendu, des aménagements. Donc, je reviens aux compensations individuelles. Ça, ce sont les compensations individuelles que le pôle handicap met en œuvre, mais aussi par des infrastructures qui permettent d'accéder plus facilement à ces cours. Et ces cours sont notamment sur la plateforme MyCourses, mais il y a aussi d'autres types de contenus qui sont utiles, comme des informations sur les inscriptions, sur les notes, etc., qui sont accessibles sur l'ENT, qui est d'ailleurs en réflexion, l'ENT étudiant, et puis le site internet dauphine.fr. Donc, c'était pour vous donner un petit peu le contexte sur quel est l'enjeu de l'accessibilité pour notre établissement en fait, d'enseignement supérieur. Et à Dauphine, donc nous avons, je reviens sur les chiffres, nous avons 90 étudiants. Il faut savoir que certains d'entre eux, pour la plupart, ont des troubles moteurs ou des troubles psychiques ou des maladies. Pour les personnes qui présentent des troubles auditifs ou des troubles visuels, c'est vrai que ce n'est pas la majorité. Ils sont autour de 5%. Je pense aussi plutôt majoritairement à des malvoyants parmi ces personnes-là. Mais il y a aussi des personnes qui ont des troubles de la parole, c'est les dyslexiques en fait, qui ont des difficultés de lecture et aussi pour se repérer dans des sites, etc., auxquels il faut penser. Donc, finalement, ces étudiants ont, pour certains d'entre eux, peu d'aide technique parce que cette année, par exemple, il n'y a pas de personnes non-voyantes. Mais ceci dit, l'ergonomie du site et tout simplement avoir l'accès aux cours et pouvoir les étudier à leur rythme, c'est extrêmement important. Je pense notamment aux étudiants qui sont hospitalisés, par exemple, ou qui parfois doivent rester chez eux parce qu'ils sont empêchés de venir en cours. Eh bien, c'est vrai que c'est très appréciable d'avoir des cours, si possible, avant même parfois les enseignements, et sinon tout de suite après les cours. Voilà, au-delà même de l'accessibilité purement technique que Guillaume va vous développer. Voilà, donc je laisse la parole à Guillaume et peut-être je reviendrai sur d'autres aspects s'il y a des questions après. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler donc de l'accessibilité numérique un peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est ? L'accessibilité numérique rassemble les moyens techniques et éditoriaux à mettre en œuvre pour rendre consultable dans sa totalité un site web, un document numérique à destination de tous les publics, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure, réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique, leur âge, leur aptitude physique ou mentale. Là, visiblement, voilà. Donc, en France, pour vous donner une ordre de grandeur du nombre d'handicaps, en France, nombre de personnes avec un handicap permanent ou de longue durée, nous avons 1,6 million de personnes handicapées auditifs. Donc on a 1,7 million de personnes de malvoyants, 2,3 millions de personnes qui ont un handicap moteur et 700 000 personnes qui ont un handicap cognitif. Donc à cela s'ajoutent en fait les pathologies liées au vieillissement. Donc on compte 21 millions de personnes souffrant d'un handicap partiel. Donc évidemment, pour consulter un contenu web accessible,
l'utilisateur en situation de handicap doit posséder en fait un dispositif adapté. Donc, pour les malentendants, voire les sourds, ils ont donc un clavier virtuel en langue des signes où en fait on peut voir à l'écran des personnes qui vont leur parler en langage des signes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télé. Si, peut-être. Voilà. Évidemment, tous les contenus vidéo sont sous-titrés, par exemple. Voilà. Donc, les personnes atteintes de cécité ou les malvoyants disposent donc d'un lecteur d'écran couplé à leur système d'exploitation, une synthèse vocale et un clavier braille. Les personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs membres supérieurs utilisent en fait ce qu'on appelle des headsticks, c'est-à-dire en fait ils ont un casque sur la tête et un stick en fait prolonge le casque et va toucher les touches du clavier. Voilà. Donc sans plus tarder, je voudrais vous montrer en fait une vidéo d'une personne atteinte de cécité, donc qui est aveugle de naissance, et qui va vous parler en fait de comment il perçoit en fait le web. Voilà. Voir autrement. L'ordinateur accessible. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis aveugle de naissance. Et dans la vie, je suis à la fois fonctionnaire et président de l'association Accès Libre Info. Et pour mener l'ensemble de ces activités associatives et professionnelles, j'ai besoin d'accéder à l'outil informatique et pour cela, je passe par des technologies d'assistance. J'utilise l'afficheur braille et le lecteur d'écran. Alors l'afficheur braille, c'est l'appareil que vous voyez ici qui affiche des caractères en braille au fur et à mesure qu'ils apparaissent, et un clavier braille pour permettre à l'utilisateur de rentrer de l'information dans l'ordinateur en braille au moyen de son codage si par exemple il ne connaît pas le clavier ordinaire. Pour un non-voyant, l'écran et la souris n'ont aucune importance. Et donc tout s'utilise exclusivement à partir du clavier qui est en fait le seul point qui nous permet de communiquer avec l'ordinateur. Quant à lui, il utilise un logiciel qui s'appelle le lecteur d'écran, qui est en fait une espèce de cerveau qui interagit avec le code. Donc l'idée, ça va être de regarder comment le code interagit avec la technologie d'assistance. En l'occurrence, on va vous montrer ici Orca sous l'environnement GNU Linux. Le lecteur d'écran lit à la fois le nom et à la fois la nature pour qu'on sache toujours sur quel élément se trouve le curseur. Une fois qu'on est dans un document, comme c'est le cas ici, on peut le lire de plusieurs façons. Par exemple, on peut lire le document ligne par ligne. L'accessibilité, c'est permettre à tous d'accéder au contenu, quelle que soit sa situation, handicap ou non. La liberté d'utilisation est l'environnement du logiciel libre. On aurait aussi très bien pu imaginer de faire une navigation par mots. L'accessibilité, virgule, c'est permettre à exemple à tous d'accéder au contenu, virgule. On a plusieurs types de réglages possibles. On peut ne souhaiter entendre aucune ponctuation, ou les entendre toutes, ou des niveaux plutôt intermédiaires, ce qui nous permet d'ailleurs en plus d'avoir, quand on n'a pas choisi d'avoir toutes les ponctuations, plus d'informations, qu'on peut préciser d'ailleurs en utilisant la lecture par caractère. Quand on est non-voyant, on est amené à travailler avec des personnes voyantes et donc susceptibles de faire de la mise en forme. Orca nous dira par exemple ceci. Taille 12. Famille Verdana. Intentation 0 mm. Valeur aucun. Justification justifiée. Autre chose que permet le lecteur d'écran, c'est aussi le choix de la vitesse. 70. Personne. Ordinateur vocal. Système possible de voix. Par défaut. On valide. On va valider. Paramètres utilisateurs en rechargé. Comme justement on n'a pas forcément comme les voyants la possibilité de lire en diagonale, et ben le temps on essaye de le gagner aussi en accélérant le rythme de la synthèse, ce qui nous rend à peu près autant efficace que 61. si on pouvait faire une lecture plus diagonale. L'accessibilité, c'est permettre à tous d'accéder au contenu, quelle que soit sa situation, handicap ou non. La liberté d'utilisation et l'environnement du logiciel
logiciel libre. Donc maintenant, on va passer sur un autre environnement qui est Windows, avec un autre lecteur d'écran qui est libre lui aussi comme les Orca et qui s'appelle NVDA. Synthétiseur dialogue, styles appelés version stick, source qui éloquence. On va regarder NVDA menu. le panel de voix Préférence sous-validée. qu'il met à notre disposition. Non. Normal, mental. Nous avons ouvert le navigateur web Firefox et nous sommes sur un site accessible, celui de l'Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles. Le lecteur d'écran est capable de nous dire en permanence le titre de la page sur laquelle on se trouve actuellement. En Ouga, l'Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles Mozilla Firefox. Si, par exemple, on ouvre un autre onglet, eh bien, on va savoir exactement sur quelle page on se trouve. Parution des textes officiels à propos de la labellisation des chiens guides. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir des pages qui soient vraiment bien titrées, avec un titre par page, de manière à ce qu'on sache en permanence où on se trouve quand on change de page. En haut des pages, il y a des liens qui permettent d'accéder plus rapidement au contenu. Contenu lien. Informations sur le site lien. Alors ce qui est important, c'est de ne pas les rendre invisibles, parce que grâce à ces liens, des personnes qui sont handicapées moteurs ou celles qui sont malvoyantes, qui donc n'ont pas une vue globale de la page, elles pourront gagner beaucoup de temps dans leur exploration d'un site internet. Comme vous avez pu le constater, mais là je vais encore rentrer dans les détails. Donc un contenu web accessible, c'est un contenu construit de manière logique, c'est-à-dire avec des niveaux de titres, hein, du plus grand au plus petit, donc titre et sous-titres, des images, des vidéos, des tableaux, des formulaires et des PDF accessibles. Donc on va par exemple pour une image y apporter des indications de texte. Hein. Dès lors qu'il y a du texte dans l'image, il faut le signaler. Donc, les vidéos, effectivement, pour les sourds et malentendants, les vidéos doivent être sous-titrées. Donc ça, je l'avais dit au départ. Ils peuvent en fait télécharger sous la vidéo l'ensemble en fait, de ce qui est dit dans la vidéo. Et on a également les sous-titres. Les tableaux doivent être aussi accessibles. Donc effectivement, des tableaux structurés de manière très simple. Hein, et des tableaux qu'on va également décrire aussi. On va donner une alternative texte à ces tableaux pour que la personne atteinte de cécité puisse lire convenablement le tableau de données. Donc des formulaires également accessibles, des PDF et des Word accessibles. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Évidemment, on va parler de contraste pour les malvoyants. Donc contraste entre les couleurs des textes et celles de l'arrière-plan. On va dire donc des couleurs, du texte noir, par exemple, sur du fond blanc, hein, ou inversement. Voilà. Mais qu'on puisse bien distinguer le contenu du design du site, par exemple, hein, ou d'un document Word. Sinon, qu'est-ce qu'on va y trouver dans un document ou une page web? Des liens. Alors, là aussi, c'est complexe. L'intitulé du lien doit être cohérent par rapport au contexte, au sujet du texte. D'accord? Ça veut dire qu'effectivement, il faut que sans qu'il y ait le texte, il faut que le lien soit compris de manière logique. Voilà. Et également, sur un site web, l'utilisateur doit pouvoir contrôler les animations. Donc, appuyer sur le bouton pause d'une animation. Alors effectivement, voilà, sur beaucoup de sites, notamment sur le site de Dauphine, vous avez en fait un diaporama défilant et l'utilisateur peut stopper l'animation et lire le contenu qu'il y a dans les images s'il y a lieu. Donc, l'accessibilité permet des avantages, évidemment. On peut y voir des bénéfices à travers l'accessibilité. Donc, évidemment, vous élargissez votre audience.
ça améliore le référencement naturel des contenus sur le site web. Et on a une amélioration de la qualité technique du point de vue du développeur et une amélioration éditoriale perçue par le public. Donc, vous élargissez votre audience, c'est-à-dire donc les personnes en situation de handicap, les personnes vieillissantes, voilà, mais également les personnes valides. Pourquoi ? Parce que vous structurez le document de manière claire. Un document qui est perçu clairement par des personnes valides sera perçu clairement par des personnes par des personnes en situation de handicap. On améliore le référencement des contenus, notamment en apportant des alternatives texte à des images. Voilà. Ça, Google en fait va mieux indexer les images qui ont une alternative texte. Ça, c'est un des points clés. Si vous structurez vos titres de manière claire, donc du titre, un gros titre, un titre moyen, un titre plus petit, etc., en fait, Google va prendre en considération le titre le plus gros et va l'indexer. Voilà, je schématise, mais en fait, c'est ça. Alors, évidemment, l'accessibilité web, c'est un équilibre fragile. Pourquoi ? Parce que nous avons de multiples acteurs qui contribuent à ce que tout peut être accessible, notamment, alors, les contenus des sites web doivent être accessibles, la structure des sites web doivent être accessibles, les navigateurs web doivent être accessibles, les logiciels de gestion de contenu doivent l'être aussi, et les fabricants doivent aussi produire des technologies d'assistance. Si un maillon de la chaîne est rompu, c'est évidemment c'est tout qui est remis en question. Hein, voilà. Donc c'est aussi clair que ça. Donc je vais vous parler également en fait de ce que c'est que les WCAG. Alors les WCAG, ça veut dire Web Content Accessibility Guidelines. Ce sont des règles établies par la WAI en 1997. La WAI, c'est un groupe de travail issu du W3C. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le W3C, évidemment, c'est un organisme de normalisation à but non lucratif qui a pour vocation de promouvoir en fait les technologies du web pour tous et partout. Donc en 1997 est né le groupe de travail WAI et ils ont pour ambition de rédiger en fait des règles, des principes et des règles sur l'accessibilité web. Donc ce sont des normes internationales que les pays doivent respecter. Donc là, je vais vous parler des 4 grands principes des WCAG. Donc, le contenu doit être perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. Perceptible, le contenu doit être visible, audible et restituable pour ceux ne pouvant pas les voir ou les entendre. Utilisable, contenu manipulable par une technologie d'assistance, comme on l'a vu. Compréhensible, contenu lisible, navigation logique et compréhensible, et robuste, compatibilité du code HTML avec les supports. Évidemment, il faut que le code HTML de ces pages web doivent respecter les standards qui sont diffusés et proposés par le W3C. De ces 4 grands principes sont issus une douzaine de règles, dont je vais y revenir plus tard, qui sont liées directement au contenu. Voilà, donc là, Anne nous a parlé de la loi de 2005. Donc c'est cette loi de 2005 qui est le point de départ en France de l'accessibilité du web. C'est-à-dire qu'en 2005, suite à cette loi,
les sites des administrations publiques doivent rendre leur contenu accessible. Il n'y a pas de système répressif. Dès le départ, c'est une obligation morale et légale que propose cette loi. Donc, en 2009, on a un décret qui vise à accélérer les choses. Effectivement, à partir de 2009, les sites de l'administration publique ont un délai de 3 ans pour rendre leur contenu accessible. Et aujourd'hui, effectivement, on en est encore loin. Donc, l'État français applique ces règles et l'association Brainnet est une association effectivement qui vise à promouvoir l'accessibilité du web, à former des techniciens du web à l'accessibilité. Et donc, Brainnet, depuis 2003, a formé plus de 500 personnes à l'accessibilité. Et donc, Brainnet labellise en fait les sites internet du secteur privé, du secteur public. Ça, je tiens à le préciser. Et d'ailleurs, en fait, le site de Dauphine a fait appel. Nous avons fait appel à Brainnet, qui a audité le site internet de l'université. Nous avons corrigé les problèmes qu'il y avait et on a eu un label bronze en fait en janvier 2014. Donc aujourd'hui, en 2015, nous avons 4% des sites publics qui sont accessibles. Vous voyez ? Et Brainnet a labellisé pas moins de 135 sites. Donc on est vraiment loin du compte. Donc il existe en France 2 référentiels, le référentiel RG2A et le référentiel AccessiWeb. Le référentiel RG2A, c'est celui qui a été écrit, rédigé par l'administration publique, et le référentiel AccessiWeb, c'est celui qui a été rédigé en fait par Brainnet. Pourquoi, me direz-vous, des référentiels? Ce sont des méthodes d'évaluation qui proposent en fait des critères techniques. Alors, les règles du WCAG proposent des règles génériques, dénuées de principes techniques. Ce sont des règles immuables. Pourquoi? Parce que les technologies du web évoluant, il faut en fait proposer des règles très génériques et pas des règles, pas des critères techniques. Les critères techniques sont proposés, sont diffusés par des méthodes d'évaluation. Ces méthodes d'évaluation, donc, comme je l'ai dit, donc le RG2A et le AccessiWeb. Alors, pour faire simple, ces méthodes d'évaluation vont analyser dans un site web les cadres, les contenus multimédia, les liens, les éléments obligatoires de formulaire, la présentation de l'information, donc la hiérarchisation des titres. Ce référentiel va analyser les principes de navigation, si les images ont des alternatives texte, vont analyser si les couleurs sont bien contrastées, si les tableaux sont accessibles, si les scripts ne gênent pas à la bonne lecture du site, et ainsi de suite. Donc, ces méthodes d'évaluation proposent des critères techniques que, en fait, mon collègue et moi, on a dû respecter à la lettre, hein, évidemment. Aujourd'hui, le site, il est labellisé bronze, il n'est pas labellisé argent ni or, parce qu'effectivement, il est accessible à minima, parce qu'effectivement, c'est un surcoût pour nous qu'il ait en fait un niveau argent ou un niveau or. Hein. Il faut rendre tous les contenus accessibles, les PDF, les Word, que les vidéos soient sous-titrées. C'est un investissement temps et argent vraiment qui est incommensurable. C'est vraiment... Voilà. Donc il est... et d'ailleurs, en fait, Brainnet nous préconisait d'avoir un site
qui dispose d'un niveau bronze, c'est amplement suffisant pour qu'une personne puisse le comprendre. Voilà. Je vais m'arrêter là. Là, on a dépassé l'heure. Et puis, maintenant, à vous, public, de nous poser des questions. Bonjour, merci. Oui, je vois indiquer la langue de traitement, justement. Et donc, en fait, c'est une question que j'avais en tête. Ouais. Je suis enseignante d'anglais. Les personnes qui sont malvoyantes, elles ont leur logiciel elles peuvent changer de langue pour qu'on leur lise les choses. Alors, En ligne. en fait, si on va spécifier par des balises le changement de langue dans le texte, ce qui fait que le lecteur d'écran va lire correctement le vocabulaire. Voilà. Donc, il va pouvoir switcher du français à l'anglais avec la bonne prononciation. Mhm. Voilà. Voilà techniquement ce que ça veut dire. D'accord. Oui, c'est au niveau du code, effectivement, que ça se passe. Voilà. Et après, j'avais une autre Oui, question. allez-y. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque par rapport à ce que vous disiez en introduction, Oui. justement, sur, par exemple, mettre les supports de cours, même avant le cours, etc. Alors, moi, j'ai un problème pédagogique avec ça, parce que j'utilise beaucoup, enfin, pas toujours, mais PowerPoint, par exemple, et je les mets en ligne souvent après mes cours. Et en fait, je suis un peu revenue là-dessus. Et pas pour une question de handicap, justement, parce que j'avais, ça arrive dans toutes les universités, à Dauphine aussi, des étudiants qui vont aller moins en cours parce qu'il y a des supports en ligne. Donc ça arrive. Et par exemple, et encore plus, même si je le fais quand même, mais j'essaie d'un peu de retarder ces choses-là pour que... Voilà. Et par exemple, pour les PowerPoint, je ne les mets pas avant exprès parce que je fais aussi des PowerPoint qui sont interactifs où ils doivent deviner des choses. Donc, je ne peux pas les mettre avant. Et après, d'un point de vue apprentissage de la langue, et là, je comprends bien, c'est un vrai problème avec les malvoyants. J'ai eu qu'une fois dans ma vie j'ai eu 2 fois dans ma vie des étudiants malvoyants, mais mon cours était un peu différent, donc j'ai pas eu ce problème-là. Mais il y a un cours que j'ai fait cette année, par exemple en master, j'ai décidé vraiment consciemment de ne pas faire de PowerPoint. Ils avaient des résumés plus tard en ligne parce que je voulais qu'ils écrivent, parce qu'ils apprennent beaucoup plus l'anglais quand ils doivent réécrire. Et donc, vous voyez, là c'est vraiment... Et je me demande comment on peut s'adapter, on peut avoir des formations là-dessus, parce que pour l'apprentissage en langue, en tout cas, je ne sais pas pour les autres matières, c'est pas évident de changer sa pédagogie, justement, pour ça. Oui, je souhaitais... Non, mais je pense... Il marche, oui. Donc, oui, par rapport à ce que vous disiez sur la possibilité de mettre à disposition les cours avant l'enseignement, c'est vrai que ça peut donner tentation à ne pas venir. Mais tout dépend, je ne suis pas enseignante moi-même, mais tout dépend de ce qu'on propose ensuite au moment où on est en cours, de le présenter comme complément ou non. Mais... Voilà, dans les pédagogies actives, il y a beaucoup de pistes qui sont proposées dans tout ce qui est classe inversée, etc. Bon, je ne vais pas m'y attarder. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut procéder différemment. On a par exemple cette année, pour la première fois, organisé un autre dispositif avec le CIP, c'est-à-dire que sur la plateforme MyCourse, on a organisé un espace réservé aux étudiants en situation de handicap, où justement les enseignants étaient invités à déposer des cours avant la classe, si je puis dire, pour eux spécifiquement. Et donc là, ça se gère très bien par autorisation. Donc c'est vrai que ce qui se passe parfois, c'est que les enseignants s'arrangent directement avec l'étudiant. Ils l'envoient sous forme électronique par mail, ou alors... c'est souvent comme ça, mais parfois, ça peut être des documents très lourds. Donc, avoir un espace réservé, je pense que ça peut être tout à fait souple et intéressant. Et puis, sinon, on peut mettre les cours juste après la classe.
assez rapidement après, avec les compléments de cours, etc., c'est déjà bien et c'est déjà beaucoup, puisque parfois, il n'y a pas ça non plus. Tout dépend de l'enseignement, de l'enseignant, etc., du contexte. Hein. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a des possibilités, des pistes pour aménager tout ça et que tout soit équitable et que les étudiants puissent travailler à leur rythme. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, notamment les dyslexiques, les personnes qui forcément ont des problèmes auditifs, les personnes malvoyantes qui ne voient pas bien le tableau. Les personnes dyslexiques sont de plus en plus mieux dépistées et il y en a de plus en plus dans l'enseignement supérieur. C'est bien, c'est une bonne chose en soi. Eh bien, ces personnes-là sont perdues dans les cours. Et entre prendre les notes, faire la différence entre ce qui est important en secondaire, sur le moment, c'est très difficile pour ces étudiants, mais aussi pour les autres. Hein. Mais d'autant plus pour eux. Et donc, du coup, avoir des éléments avant, c'est vrai que c'est un véritable confort. Et ce n'est pas que du confort, c'est aussi rétablir l'égalité des chances. Voilà. Concernant l'accessibilité numérique, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour le handicap cognitif ? Alors, là, oui, prévu, je ne sais pas, mais on doit faire en sorte que les contenus, alors là, parce que là, on s'attarde vraiment au contenu, hein, et pas des dispositifs. Les contenus doivent être exposés le plus clairement possible, d'accord ? C'est en fait à nous, donc enseignants, ou à moi en tant que webmaster, de proposer des contenus clairement identifiables et compréhensibles. En tout cas, là, sur le site internet de Dauphine, voilà, il n'y a pas de difficulté majeure. Hein. Voilà, on n'a pas il n'y a pas de système de catcha, il n'y a pas d'animation qui perturbe la visibilité des contenus. Bon, on a un travail à faire effectivement, alors sur les tableaux aussi de données. Ça, c'est un problème parce qu'effectivement, ils sont pas très bien restitués. Et voilà, donc on évite d'ailleurs en fait d'en faire. Mais voilà, clairement, aujourd'hui, voilà, on en est là. Mais il n'y a pas d'outils spécifiques pour... Non, pour le handicap cognitif, à ma connaissance, non. Peut-être que... Il n'y a pas de compensation individuelle ou d'aide individuelle technique, comme la personne aveugle qui a son logiciel de synthèse vocale et son bloc braille. Ça n'existe pas. En revanche, tout est dans l'ergonomie, effectivement, de la plateforme, du site. Il faut que l'information soit organisée de telle sorte que tout soit bien lisible, qu'il n'y ait pas trop de surcharge informationnelle et cognitive. Donc, c'est là que ça se joue, qu'il n'y ait pas 36 000 couleurs, qu'il n'y ait pas 36 000 sollicitations cognitives, parce que les sollicitations de perception, c'est des sollicitations qui deviennent cognitives. Donc, ça se joue là, à mon avis. Avez-vous, moi j'ai une question, avez-vous des professeurs qui viennent vous voir justement pour directement, enfin je pense plutôt à Guillaume, pour l'accessibilité de leur contenu ou pas encore? Non, pas encore. En effet, pas encore. D'accord. Ni d'étudiants, ni d'enseignants. D'accord. Et Anne non plus, non? Pour l'accessibilité numérique, à proprement parler, non. Par contre, pour rendre accessibles les cours, quelle que soit la manière de le faire, oui, quand j'organise la réunion en début d'année avec l'étudiant qui le souhaite, donc avec le responsable pédagogique, c'est une question sur laquelle on réfléchit, bien entendu. Si vous souhaitez bénéficier de formations sur l'accessibilité des documents numériques, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà.
également, Guillaume nous a permis d'accéder à certains documents qu'on peut vous faire passer, soit via sous clé USB, soit... Oui, sur clé USB. Non, enfin, on vous enverra un mail avec des documents, des tutoriels. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça voilà. on peut vous envoyer ça directement. Pour vos documents numériques, PDF, Word. Je peux juste rajouter quelque chose. Justement, ce qui est intéressant aussi, ce sont les tests faits par des étudiants. On va y recourir pour l'ENT, le futur ENT étudiant. Mais c'est vrai que ça peut être un réflexe. Si on a créé quelque chose, que ce soit au niveau de la DSI ou même un enseignant, on peut toujours lui montrer concrètement comment c'est reçu par un étudiant présentant tel type ou tel type de handicap. Moi, je peux proposer ça aux étudiants et certains sont volontaires, j'en suis sûre. Enfin, je l'ai déjà proposé et il y a toujours des volontaires pour le faire. Bonjour. Vu la nouvelle obligation des sites web de se conformer à ces chartes vis-à-vis des handicaps, moi, quand j'ai fait mes études d'informatique, on m'en a jamais parlé. Je voulais savoir si maintenant c'était un sujet qui était abordé dans les masters ou dans les licences. Les nouveaux venus qui sont venus dans la DSI n'avaient pas de connaissances particulières sur ce sujet et je voulais savoir si c'était un point dans les cursus, où ça commençait à venir ou c'est que dans la vie active qu'on se retrouve confronté aux problèmes et qu'il faut se débrouiller avec les solutions. Écoutez, là, je ne sais pas. Concrètement, si dans les formations de développeurs web et de webmaster, on sensibilise à l'accessibilité du web, ça, je ne pourrais pas répondre à cette question. On y est confronté effectivement après à un niveau opérationnel. Voilà. En tout cas, sachez que plusieurs universités ont sauté le pas comme nous, notamment l'université de Paris 8 propose un site accessible. L'université de Sophia Antipolis également, et l'université de Strasbourg a un site accessible. Voilà. Donc on y vient tous plus ou moins. On va encourager. Nous, on souhaiterait en fait encourager cette initiative auprès des enseignants-chercheurs. Je peux répondre un petit peu en faisant un pas de côté, c'est-à-dire que je ne sais pas à l'heure actuelle si les masters, combien de volumes horaires ils ont sur l'accessibilité, les normes, etc. Je suppose qu'il y a une évolution forcément dans les maquettes de master qui proposent ce type de formation. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire une analogie avec les architectes. Les architectes ont de plus en plus dans leur cursus forcément cette question de l'accessibilité physique. Mais maintenant, la question est plus dans le nombre d'heures parce que souvent, je le sais, ils ont quelques heures sur l'accessibilité. Allez, on voit quelques normes et puis on passe à autre chose. Et c'est pas la même chose que d'avoir une vraie sensibilité à l'usage des infrastructures, de se poser les bonnes questions d'usage, parce que la conception universelle, c'est une notion qui existe dans ce domaine de l'accessibilité. C'est intéressant, mais en même temps, ça demande de l'approfondissement parce qu'il y a forcément des arbitrages et par rapport aux usages qui sont faits. Donc, moi, je pense que c'est plus une question oui, je pense que c'est pris en compte, mais après, combien d'heures les étudiants passent sur cette question c'est peut-être ça qui doit, à mon avis, évoluer. Mais bon.